Nous sommes à Argens-sur-Sauldre, dans le département du Cher. Avec sa forêt environnante et son canal bucolique, la commune offre à ses 2000 habitants un cadre champêtre. C'est une commune qui est en Sologne, qui est assez éloignée effectivement de Bourges. Il y a 40 km et de fait c'est quand même très isolé. C'est une toute petite ville, voilà. Tout le monde se connaît. C'est une commune sans histoire, on n'a jamais eu d'affaires retentissantes dans cette commune. Non, c'est une commune qui ne fait pas parler d'elle, ça c'est certain. Pourtant, à l'automne 2014, cette ville paisible va se retrouver à la une de la rubrique Faits divers. Le 29 novembre, une jeune femme de 18 ans, que nous appellerons Alice, se rend à la gendarmerie d'Aubigny-sur-Ner, à quelques kilomètres d'Argens-sur-Sauldre. Elle veut déposer plainte. Elle se présente à la brigade de gendarmerie en expliquant qu'elle a été voir en consultation son médecin traitant et que lors de cette consultation, les choses se sont passées de manière plus que bizarre pour elle. Les faits remontent au matin même. Face aux gendarmes, Alice explique avoir consulté ce médecin généraliste d'Argens-sur-Sauldre pour des maux de tête et de ventre. Mais la séance prend une tournure pour le moins inattendue. Très vite, le médecin lui demandera de se déshabiller et va vouloir pratiquer sur elle, ce qui l'étonne, un toucher vaginal expliquant que les maux de ventre peuvent être liés à des problèmes gynécologiques. Le médecin lui demandera de prendre différentes positions. Les actes vont lui faire très mal. Elle va lui dire qu'elle a mal et il va quand même continuer. Alors, qui est ce médecin généraliste ? Alice fera-t-elle d'autres révélations ? Et quelle sera la version du praticien ? À la gendarmerie d'Aubigny-sur-Ner, Alice poursuit sa déposition. La jeune femme de 18 ans n'a pas fini d'accabler le médecin généraliste. Elle s'est aperçue au cours de cet examen que son médecin était en train de la filmer à son insu avec ce qui lui semblait être un petit caméscope. En sortant du cabinet médical, Alice raconte qu'elle s'est effondrée dans les bras de son petit ami. Et ce dernier l'a immédiatement encouragée à porter plainte. Les gendarmes vont être très à l'écoute dès le départ parce qu'ils vont voir qu'elle est vraiment traumatisée, qu'elle est constante dans ses déclarations. Elle va toujours dire exactement la même chose dans les actes pratiqués. Et puis surtout, elle va leur dire écoutez, je ne dois pas être la seule à trouver le comportement du docteur bizarre, puisque j'en ai parlé avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie m'a dit qu'elle n'allait plus chez lui parce qu'elle n'avait pas confiance en lui, qu'il lui avait fait mal et qu'il avait pratiqué des actes qui, pour elle, n'étaient pas des actes gynécologiques normaux. Dès le lendemain, cette meilleure amie que nous appellerons Laetitia est à son tour entendue par les enquêteurs. Âgée de 21 ans, elle assure qu'elle était enceinte au moment des faits. Elle le connaît depuis très longtemps, c'est le médecin de famille, c'est la première fois qu'elle est enceinte et ce sont des consultations qu'il a pu avoir durant sa grossesse. Donc elle n'avait jamais vu de gynécologue auparavant. C'est une jeune femme qui peut être assez vulnérable de fait. Laetitia livre aux gendarmes un témoignage similaire à la première plaignante. Elle aussi évoque des attouchements de la part du médecin. Mais contrairement à Alice, la jeune femme a mis plusieurs mois avant de se décider à porter plainte. C'est délicat pour une jeune femme d'exposer qu'elle a pu servir d'objet sexuel à un médecin qu'elle voit pour les besoins de sa santé. D'autant plus
que ce médecin accusé des pires maux est une véritable figure locale. C'est inenvisageable et impensable à quelconque moment de remettre en cause ce que lui a dit. S'il le fait, c'est qu'il doit le faire. Et c'est le médecin du village. Et le médecin de tout le village. Alors, comment vérifier les propos d'Alice et de Laetitia? Le docteur a-t-il fait d'autres victimes? Et que vont révéler les investigations des gendarmes? Berrichon. À la gendarmerie, les enquêteurs sont stupéfaits par les témoignages des deux jeunes femmes. Car dans la région, le médecin généraliste bénéficie d'une excellente réputation. Âgé de 61 ans, Thierry est reconnu par ses pairs et n'a jamais fait parler de lui auparavant. Le médecin était une institution à Argences-sur-Saulx et il était là depuis plusieurs décennies. C'était le seul médecin du village, il était là depuis presque 30 ans et évidemment la population avait une extrême confiance en lui. Sur le plan personnel, ce père de famille marié depuis 40 ans semble comblé. On est face à quelqu'un qui a besoin en fait de cette image de belle famille, de couple soudé, sans aucun problème, les notables du village. Mais derrière cette image reluisante, la réalité est plus contrastée. On sait que c'est un couple qui vit sous le même toit mais qui fait chambre séparée. Ils n'ont effectivement plus de rapport sexuel depuis quelques années. Le 2 décembre 2014, soit 3 jours après la plainte d'Alice, le domicile du médecin est perquisitionné sous son regard médusé. Cette perquisition va être fructueuse puisqu'on va retrouver beaucoup de films pornographiques en quantité extrêmement importante. Puis on mettra la main aussi sur ce fameux caméscope. Au cours de leur fouille, les gendarmes vont mettre la main sur des vidéos bien plus compromettantes. Dans la chambre du médecin, à l'intérieur de son dressing, les enquêteurs récupèrent une multitude de cassettes VHS et de DVD au contenu déconcertant. Il a filmé de très nombreuses femmes, jeunes femmes, qu'il fait mettre à nu devant la caméra, à qui il fait prendre des positions donc sur le côté, voire parfois même à 4 pattes, des femmes qu'il fait approcher de la caméra. Dans ces vidéos, tournées dans le cabinet médical du praticien, les enquêteurs dénombrent pas moins de 9 jeunes femmes. Au vu de ces éléments accablants, le docteur est immédiatement placé en garde à vue et interrogé. Il maintiendra qu'à chaque fois qu'il a pratiqué des actes sur toutes ses patientes, il s'agissait d'actes à visée purement médicale. Alors, pour confronter le prévenu à ces actes, Paul-Édouard Laloy, le juge d'instruction, décide de lui montrer la vidéo de la consultation d'Alice. Il sera troublé. C'est difficile, face à la réalité des images, à la crudité de certaines images, d'habiller ces consultations de prétextes médicaux. Si nous n'avions pas ces vidéos au départ, c'était la parole d'une jeune femme qui décrivait un examen médical assez surréaliste, avec face à elle la parole d'un médecin qui est en fin de carrière, qui est reconnu localement. Pour autant, le docteur ne craque pas et nie toujours les viols. Il admet au cours de la garde à vue que ces vidéos ont un caractère érotique. Et il choisit de faire de simples déclarations, refuse de répondre aux questions et en présence de son avocat s'excuse pour les jeunes femmes qu'il a pu filmer ainsi à leur insu en se disant peinées. Mais pour autant, on comprend que ces excuses sont uniquement en relation avec le fait de les avoir filmées à leur insu et pas du tout en lien avec les actes qu'il a pu pratiquer sur elles.
À l'issue de 48 heures de garde à vue, le médecin est mis en examen pour viol aggravé. Il y a une première difficulté, c'est qu'il est médecin en exercice. Il faut qu'il arrête d'exercer. Il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il habite à Argences-sur-Saudre. Si donc il est à son domicile, le risque de contact avec des victimes que les enquêteurs n'auraient pas encore identifiées existe. Et effectivement, le juge d'instruction a estimé que pour les besoins de l'enquête, il fallait absolument l'écarter et il a été placé à la maison d'arrêt de Nevers. Alors, le médecin va-t-il reconnaître les faits? Les enquêteurs arriveront-ils à identifier les autres victimes? Et comment vont réagir les habitants d'Argences-sur-Saudre suite à cette incarcération? À Argences-sur-Saudre, l'arrestation du médecin de la commune est dans toutes les conversations. Ça a choqué énormément de personnes, ça a été très compliqué. Elles ont été pointées du doigt au début comme étant celles qui voulaient s'attaquer aux notables du village. Beaucoup ont pu même dire et penser que c'était une question financière, alors que pas du tout, pas une seule fois elles ont imaginé ça. C'est dans ce contexte qu'une troisième victime du médecin découvre l'affaire. Ça a été d'abord des rumeurs, et je me souviens c'était dans le bus que je l'ai appris, des copines qui parlaient d'un médecin qui avait été mis en garde à vue parce qu'il avait été filmé des patientes. Et puis quand je suis rentrée chez moi, maman m'a clairement dit voilà, c'est notre docteur qui a été mis en examen. Cette jeune fille de 17 ans, que nous appellerons Charlotte, a été identifiée par les gendarmes grâce aux vidéos retrouvées chez le médecin lors de la perquisition. Début janvier, elle est entendue à son tour par les gendarmes. Et c'est au cours de cette audition que Charlotte mesure la gravité de la situation. J'avais jamais eu de gynécologue moi, donc aucune expérience. Et puis c'est pas la chose dont on parle avec sa maman, sa sœur ou même ses amis. Enfin, j'en parlais vraiment pas du tout. Et c'est au fil des questions qu'elle me demandait et j'y répondais. Et je voyais bien dans ses yeux que clairement il y avait un problème, quoi. Il y avait un gros problème. Dans ces consultations gynécologiques, le médecin en question pratiquait plus que nécessaire des touchés vaginaux très longs, des palpations des seins qui, normalement, doivent être furtives à la recherche d'indices sur des ganglions. Lui pratiquait tout autrement. Ces palpations duraient très longtemps. Mineure et encore vierge au moment des faits, Charlotte consulte ce médecin pour une prescription de pilules. Et elle n'a jamais remarqué qu'elle avait été filmée à son insu. Ça a été une trahison, si je puis dire, parce que c'était vraiment médecin de famille. Il me suivait moi, ma maman, mon papa, mon frère, ma sœur, vraiment tout le monde. Donc à chaque fois que j'y allais, c'était comment ça va ta maman, comment ta sœur, les études, ça va. Enfin, il y avait un lien qui s'était tissé quand même un minimum, donc la confiance était là. Et là, dès qu'on se dit, en fait, il faisait tout ça et en plus, il nous filmait. Et en plus, il regardait après, c'était encore plus compliqué. Aussi choquantes soient-elles, ces vidéos constituent également de précieux éléments à charge. On avait la preuve de ce qu'il nous faisait, parce que quand on entend tout ça, on se dit mais non, enfin, c'est pas possible, il faisait pas ces positions-là. Et les vidéos, enfin, j'ai envie de dire c'était un mal pour un bien, parce qu'au moins on a eu les preuves, les images de ce qu'il nous a fait subir, quoi. Il s'est pris à son propre piège, clairement. On se rejette presque la faute de pas avoir vu ça avant, en fait. De pas avoir dit, bah oui, c'est pas normal, enfin, réfléchis, t'es bête, quoi, c'est pas normal ce qu'il te faisait. Mais si maintenant on se met à douter de son propre médecin, à qui on va faire confiance, quoi. Au terme de son audition, la lycéenne porte plainte contre le médecin. Les enquêteurs réalisent alors qu'ils ne sont peut-être qu'aux prémices de leurs investigations. On a la démonstration sur vidéo de ce qu'il y a d'autres consultations qui sont extrêmement problématiques. On n'a pas le nom des victimes et on n'a pas de plainte de leur part. Alors,
Comment le médecin généraliste réagira-t-il face à ce nouveau témoignage? Quelle défense adoptera-t-il? Et surtout, comment les gendarmes parviendront-ils à remonter la piste des autres victimes? À Argences-sur-Sauldre, les enquêteurs cherchent à identifier toutes les victimes potentielles du médecin généraliste. Celles présentes sur les vidéos, mais aussi peut-être d'autres. Et pour cela, le juge d'instruction lance un appel à témoins. On a un groupe d'enquêteurs au sein de la brigade de recherche de Vierzon qui est créé, un numéro vert qui est mis en place par le groupement de gendarmerie du Cher pour permettre à toute jeune femme de contacter plus facilement les enquêteurs. Au final, 57 femmes sont entendues par les gendarmes. 36 d'entre elles portent plainte contre le docteur pour les mêmes faits de viol aggravé commis entre 2005 et 2014. C'était très souvent des jeunes femmes qui avaient entre 16 et la trentaine. Des très jolies jeunes femmes, des femmes parfois enceintes également, qui ont subi des actes gynéco dont on sait aujourd'hui qu'ils ont mis en danger le bébé. Le 26 janvier 2015, le médecin est une nouvelle fois interrogé par le juge d'instruction, mais il continue de nier les faits. Il a toujours tenté de justifier les actes qui lui étaient reprochés en développant d'ailleurs jusqu'à l'absurde. Face au déni de l'homme de 62 ans, le juge d'instruction fait appel à 2 experts. Un professeur émérite en gynécologie ainsi qu'un médecin légiste. Leur conclusion est sans appel. Les pratiques de Thierry n'avaient absolument rien de médical. Les experts pointent également d'autres dérives et négligences de la part du praticien. Aucune d'entre elles n'a un dossier médical retrouvé au cabinet. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions sur le motif pour lequel ce médecin n'a pas jugé utile, contrairement aux règles déontologiques les plus élémentaires en matière médicale, de tenir un dossier médical pour chacune d'entre elles. Il avait peut-être pas le temps, mais ça prend quoi? Ça prend 2 minutes de noter bon bah j'ai vu telle personne à telle heure, tout va bien. Enfin, ça c'est peut-être une excuse aussi pour dire bah je sais plus ce qu'on a fait la dernière fois, on va refaire un examen par exemple. Ils se sont rendus compte qu'ils ne mettaient pas de gants et puis ils leur demandaient de venir toutes les 15 jours juste pour un examen soi-disant de contrôle. En fait, c'était simplement parce qu'il en avait envie à ce moment-là et puis d'assouvir sa pulsion. Le 24 juin 2015, après 6 mois d'incarcération, le docteur est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il verse une caution de 50 000 € et doit résider dans son appartement parisien. Désormais libre, Thierry use de tous les moyens possibles pour retarder la procédure. Repousser ce procès, dans son esprit, c'était espérer que ce procès n'ait pas lieu. Et cet espoir était logique compte tenu de sa position, puisqu'à partir du moment où il n'était pas l'auteur de viol, pourquoi réunir une cour d'assises? Mais c'était un espoir illusoire. C'était un espoir illusoire. Plus l'instruction avançait, plus on avait le sentiment que de toute façon il ne pouvait pas échapper au procès pénal. Alors, quelle attitude adoptera-t-il lors de cette audience? Reconnaîtra-t-il enfin les faits? Et surtout, quel sera le verdict? Le 11 juin 2018, près de 4 ans après la plainte d'Alice, le procès fleuve du médecin généraliste s'ouvre devant la cour d'assises du Cher. C'est un procès qui était assez atypique parce qu'effectivement, on est face à un nombre de victimes extrêmement important, plus de 30 jeunes filles. On est plus de 10 avocats pour les parties civiles. Il y a une tension importante. A été mis en place au tribunal quand même une cellule de soutien pour l'ensemble des victimes. Donc on est sur une organisation très très lourde et assez impressionnante.
Tandis que Thierry comparaît libre, le tribunal a pris des dispositions afin de protéger les victimes. Les choses avaient été organisées pour éviter qu'il rentre du même côté que les parties civiles dans la salle d'assises. Mais une fois dans la salle d'assises, le voir libre, repartir libre tous les soirs, ça a été très dur. C'était la première fois qu'on le revoyait depuis l'affaire. Ça fait vraiment bizarre de le revoir face à face et de se dire bon bah maintenant c'est nous contre lui, quoi. Et dans ce contexte tendu, les victimes décident de faire bloc. On était pratiquement toutes là et puis on s'est formé un petit groupe d'une petite quinzaine. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on n'était pas toutes seules en fait à avoir subi ça et à se dire qu'en fait on n'était pas si bêtes que ça parce que même les autres femmes ne l'avaient pas vu. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le docteur reste fidèle à ses premières déclarations. Il ne fait que pratiquer des gestes médicaux. En plus de ces dénégations, Thierry se montre irrespectueux envers les victimes, selon leur avocat. Il a été très condescendant, très pas du tout humain et pas du tout bienveillant. C'est ce qu'on attend en plus d'un médecin à l'origine, c'est quand même de faire preuve de bienveillance, d'empathie vis-à-vis des patients, vis-à-vis des autres. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui est autocentré, qui ne fait preuve d'aucune bienveillance vis-à-vis d'elle, à les tutoyer, à leur renvoyer justement ce statut de vulnérabilité, de dépendance qu'elle pouvait avoir avec lui. Et non, il n'a pas eu du tout une attitude correcte vis-à-vis d'elle. Au cours de ce procès, les victimes présentes vont également devoir revivre leur viol lorsque les vidéos des consultations sont projetées dans la salle d'audience. On avait demandé à ce que ça soit à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y avait que ces jeunes femmes qui étaient présentes avec le docteur, l'ensemble des avocats et la cour d'assises. Mais déjà, ne serait-ce que ces personnes-là, ça fait une trentaine ou une quarantaine de personnes qui violent votre intimité en voyant ces vidéos. Vraiment là, dès que j'ai vu ça, je me suis effondrée forcément. Il a recadré plusieurs fois la caméra lors de la consultation pour être sûr que je sois bien dans le champ, on va dire. Et le pire, ça a été quand je me rhabillais. En fait, il a continué à filmer et il a replacé 4 fois la caméra pour être sûr que je sois dans le champ. Le vendredi 29 juin 2018, au terme de 3 semaines d'un procès éreintant, le verdict est enfin rendu. L'avocat général va requérir la condamnation du médecin pour les 2 types d'infractions, l'atteinte à l'intimité de la vie privée pour les 9 jeunes femmes identifiées sur les vidéos et les viols aggravés pour les 36 jeunes femmes pour lesquelles le docteur a été renvoyé devant la cour d'assises du Cher. Il va requérir à son encontre une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Le médecin est finalement condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il reçoit également l'interdiction définitive de pratiquer la médecine, une mesure symbolique, puisque Thierry a pris sa retraite. Le médecin qui était en liberté au début du procès est reparti, entouré par les forces de l'ordre, dans une voiture de police direction la maison d'arrêt, de manière, je pense, assez ironique. Les victimes qui étaient à l'extérieur ont applaudi ce départ. Je pense que c'était l'expression d'un soulagement, sûrement. Aujourd'hui, à Argences-sur-Sauldre, cette affaire est restée gravée dans toutes les mémoires. Désormais âgée de 21 ans, Charlotte tente coûte que coûte de tourner la page sur cet épisode douloureux. On se croise au supermarché, on se demande comment ça va. Des femmes qui depuis ont accouché, eu un bébé, comment il s'appelle. Mais je vais dire, on garde une cicatrice de ce qui s'est passé. Donc oui, ça se gardera, je garderai tout le temps ça en tête, quoi. Nous sommes à Vierzon,
dans la région Centre-Loire. Implantée au cœur d'une forêt de 2000 hectares et à seulement 2 heures de train de Paris, la commune jouit d'une excellente position stratégique. Vierzon, donc ville de 30 000 habitants, sous-préfecture du Cher, une grande superficie, qui a un grand passé industriel. Une commune paisible, où les faits divers sont rares. C'est pas une ville qui fait parler d'elle par des problèmes d'insécurité ou délinquance plus qu'ailleurs. Pourtant, le 13 juillet 1999, une affaire hors norme va venir perturber la sérénité des habitants. Il est 11h ce matin, lorsqu'un éleveur de chevaux se rend à son pré pour nourrir ses bêtes. C'est un lieu effectivement assez isolé, donc il se trouve au nord de la ville de Vierzon. C'est vraiment la limite entre la ville et la campagne. Mais ce jour-là, la tournée de l'éleveur ne va pas se passer comme prévu. Il se promène et découvre dans un fossé le corps d'un jeune homme manifestement décédé et porteur de traces de violence, de grosses blessures. Alors, quelle est l'identité de la victime? Pourquoi est-il mort? Et que faisait ce jeune homme dans ce lieu aussi isolé? Il n'est pas encore 11h30. Les enquêteurs estiment que la mort du jeune homme pourrait remonter à plusieurs heures. Alors que la piste criminelle ne fait aucun doute, les policiers veulent identifier la victime au plus vite. Mais ils ne disposent pour cela que de maigres éléments. Il était habillé avec un sweatshirt et un jean ou un pantalon. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il était coiffé comme tous les jeunes hommes de l'époque. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune homme a les cheveux en brosse et mesure environ 1,75 m. S'il n'a aucun papier d'identité sur lui, la victime porte un bijou riche en informations. On va juste avoir comme indice pour son prénom une gourmette qui va avoir autour du poignet. On va supposer que son prénom sera Mathieu, le prénom inscrit. Leur victime a désormais un prénom. Mais c'est encore bien insuffisant pour l'identifier. Et surtout, comprendre le scénario du crime. À la recherche d'indices, les enquêteurs inspectent les lieux. À côté, ils retrouvent des morceaux de bois ou une pierre qui apparemment aurait servi à abattre et à tuer le jeune homme. Les policiers en ont la certitude, car ces deux objets sont recouverts de sang. Alors, pourquoi ce jeune homme a-t-il été frappé avec une telle violence? S'agit-il d'un règlement de compte ou a-t-il été victime d'un prédateur? À Vierzon, l'annonce de la mort violente d'un jeune homme se répand dans toute la commune en semant l'effroi. Il n'y a pas des meurtres tous les 3-4 matins à Vierzon, comme ça, donc effectivement ça restait quand même du domaine de l'exceptionnel. Il y avait une affaire hors norme derrière tout ça. On sentait qu'en tout cas que les gens étaient choqués. Face à cette psychose, les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de résoudre rapidement cette affaire. Alors que leur marge de manœuvre est restreinte, ils concentrent leurs efforts sur le lieu de découverte du corps. Excentré à 3 km de Vierzon, cette zone a la réputation d'être mal famée.
C'est une route assez défoncée d'ailleurs dans ma mémoire, elle n'était pas très bien entretenue. C'était un lieu que les habitués devaient connaître. Les habitués, ainsi que les vagabonds de la région. Les premiers éléments qu'on a, nous, la presse, hein, le Berry, c'est qu'effectivement c'est un marginal. Voilà. Pour l'instant, on en reste ici, c'est un marginal qui aurait été tué. Mais pour l'heure, les enquêteurs n'ont aucune certitude. Face à la complexité du dossier, les policiers de Vierzon sont dessaisis. Très rapidement, et comme le veut en général la procédure, l'affaire a été reprise par le SRPJ d'Orléans, service régional de police judiciaire. Ce sont eux qui ont pris l'affaire en main. Immédiatement, les enquêteurs du SRPJ entrent en contact avec la presse locale et diffusent un signalement de la victime. Et à partir de ce signalement, ils ont des informations, notamment des employés d'un fast-food qui les contactent et qui leur disent « Nous, on pense que ça pourrait être notre collègue qui a disparu depuis 3 jours et qui correspondrait aux éléments du signalement. » Pour les policiers, la piste semble sérieuse. Ils convoquent, sans plus attendre, les employés du fast-food à la morgue, dans l'espoir de mettre un nom sur ce corps. En parallèle de ces investigations, à 400 km de là, une mère de famille nancéenne s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de son fils depuis plusieurs jours. Comme je n'arrivais pas à le joindre, j'ai appelé une de ses amies qui était coiffeuse. Donc j'ai appelé le salon de coiffure et en fait je suis tombée sur une de ses collègues puisque elle n'était pas là. Et donc sa collègue m'a dit qu'elle était partie pour reconnaître le corps d'un ami qui avait été retrouvé mort. Et à ce moment-là, moi j'ai craqué, je lui ai dit « me dites pas ça parce que moi je cherche mon fils depuis plusieurs jours, j'arrive pas à le joindre, je sais pas ce qui s'est passé. » Comme le redoutait Viviane, les employés du fast-food identifient le corps de son fils à la morgue. Âgé de 22 ans, Mathieu n'était en rien un marginal. Famille et amis le décrivent tous comme un jeune homme, doux et généreux. C'était mon soleil, c'était ma raison de vivre, c'était plein de choses. Il adorait la vie, il adorait tout ce qui était beau, il était fan de Mylène Farmer, il adorait la vie. On était en fusion tous les deux, on n'avait pas besoin spécialement de se parler pour se comprendre, on avait le même sens de l'humour. On s'appelait une fois par semaine quand c'était pas plus. Tandis qu'à l'adolescence, son fils est d'un naturel anxieux et sujet à des crises de tétanie, Viviane avait trouvé une solution pour y remédier. Je lui avais acheté un chien pour ses 16 ans. Donc, du jour où il a eu son chien, il s'est senti responsable et puis il a plus fait de crise du tout. Il a été, voilà, c'était son chien. C'était lui qui en était responsable et en fait, voilà, il ne le quittait pas. 3 ans plus tard, alors âgé de 19 ans, Mathieu fait la connaissance d'un jeune homme en vacances et se met en couple avec lui. Il avait rencontré quelqu'un et il avait dit à sa mère, avec qui il était en excellente relation, il lui avait dit qu'il souhaitait aller vivre à Vierzon. Mathieu quitte sa ville natale et pose ses valises dans le département du Cher. Interrogé par les policiers, les employeurs du jeune homme assurent qu'il était sérieux et qu'il n'a jamais causé de problème. Mais alors, comment Mathieu s'est-il retrouvé dans une telle situation? Tandis que les enquêteurs sont dans l'impasse, le vendredi 16 juillet 1999, le médecin légiste rend ses conclusions. Il a reçu un gros coup de pierre sur la tête, sur l'occiput, et ça a été le coup mortel, sans compter les autres coups, parce qu'il a reçu énormément de coups. Et apparemment, d'après ce que l'autopsie indique, son calvaire a duré un petit moment, malheureusement. Pour les proches de Mathieu, la violence inouïe dont il a été victime est difficilement acceptable. C'était très éprouvant d'aller le voir à la morgue. Lui qui était si beau.
vraiment... il s'était acharné. Donc, je préfère me souvenir de lui autrement que la dernière fois que je l'ai vu. Dans son rapport, le médecin légiste précise également que la victime est décédée dans les premières heures de la nuit du 12 au 13 juillet. D'après ses collègues, Mathieu aurait quitté son travail vers 23 heures. Alors, que s'est-il passé dans les heures qui ont suivi? Où le jeune homme s'est-il ensuite rendu? Et quelqu'un avait-il des raisons de lui en vouloir? À Vierzon, les policiers du SRPJ tentent de retracer le parcours de la victime le soir du crime. Grâce à l'enquête de voisinage, ils obtiennent un témoignage crucial. Le gérant d'un bar affirme avoir vu Mathieu dans la soirée du 12 juillet 1999. Et apparemment, Mathieu a quitté son travail vers 23h, comme il le faisait tous les soirs. Ensuite, il est allé au bureau de tabac qui était à côté, manifestement pour acheter des cigarettes puisqu'il fumait. Et il est rentré chez lui à son domicile qui était assez proche pour aller récupérer son chien. Le témoin explique également aux enquêteurs qu'il connaissait bien Mathieu et que le jeune homme avait ses habitudes. On sait qu'il a un chien, qu'il promène tous les soirs dans les jardins de la mairie de Vierzon, qui se trouve pas loin de son lieu de travail. Mathieu est-il allé au parc de la mairie ce soir-là? Et a-t-il fait une mauvaise rencontre? Quelques jours après la découverte du corps de la victime, les enquêteurs diffusent un nouvel appel à témoins. Un premier témoignage va venir nous dire qu'à la sortie du parc, 2 personnes le suivaient. Un récit corroboré par un second témoignage plus inquiétant. Un petit peu plus tard, un autre témoin voit près du trésor public le chien tout seul et ensuite il voit le jeune homme qui est encadré par 2 personnes qui semblent le traîner. Le témoin n'ose pas intervenir, mais il contacte immédiatement le commissariat de Vierzon. Une patrouille va se déplacer et ne va rien constater, du moins près de l'hôtel de ville, au moment où ils vont arriver. Face à ces témoignages, les enquêteurs en charge de l'affaire sont de plus en plus convaincus de tenir une piste. L'élément du chien atteste que ce pourrait être Mathieu qui a été aperçu ce soir-là, à cette heure-là, à cet endroit. C'est également au niveau de ce jardin que le briquet, les cigarettes ainsi que le portable de Mathieu ont été retrouvés quelques jours plus tôt. Le jeune homme a-t-il perdu ses objets en tentant de se défendre? Est-il tombé dans un guet-apens? Mathieu ne savait pas conduire, ne conduisait pas. Donc à partir de là, les enquêteurs ont pensé qu'il avait forcément été enlevé. D'autant plus que l'endroit était éloigné de la ville et que c'était un endroit relativement peu fréquenté. Des incohérences qui empêchent les policiers d'établir le scénario du crime. Il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, il a surpris une conversation qu'il n'aurait pas dû surprendre. Quand on ne sait pas, on se fait des tas de films. Parmi les multiples hypothèses, la piste de l'acte homophobe retient l'attention des policiers. Les enquêteurs commencent à rechercher dans la communauté homosexuelle. Un nombre important de personnes est entendu. Des personnes sont mises en garde à vue. On recherche du côté d'un ancien compagnon de Mathieu, mais c'est une piste totalement erronée. Ensuite, les enquêteurs se posent des questions sur le milieu délinquant de Vierzon, le milieu de toxicomanes, et tout le monde est entendu. Tout le monde est n'importe qui, en fin de compte. On sent quand même que dans les jours qui suivent, voire même les semaines, on sent que ça patine, quoi. On n'est pas vers une certitude.
les enquêteurs n'ont pas de certitude. Alors, les policiers sont-ils passés à côté de quelque chose? Vont-ils comprendre les rouages de ce crime? Et surtout, le meurtrier de Mathieu va-t-il enfin être arrêté? Au début de l'été 2000, un an après le meurtre de Mathieu, l'enquête est au point mort. Malgré ce constat d'échec, à Vierzon, l'affaire reste plus que jamais d'actualité. Dans les conversations, il n'était jamais oublié, quoi. Je veux dire, Mathieu n'était pas oublié. C'est quelque chose qui a causé quand même une certaine émotion parmi les Vierzonais. Même si tout le monde ne connaissait pas Mathieu, je veux dire, ils ont vu sa photo dans le journal, sa figure, je dirais, un peu angélique. De leur côté, les hommes du SRPJ commencent à penser que les témoins qui ont vu Mathieu dans la soirée du 12 juillet 1999 ont peut-être omis des détails. Afin d'en avoir le cœur net, ils décident d'organiser une reconstitution. Cette reconstitution a permis juste de resituer au niveau des lieux le lieu de l'enlèvement, éventuellement le lieu du crime, de reconstituer le trajet de Mathieu, mais elle n'a pas donné d'informations sur qui avait fait quoi. Alors, pour donner un regain d'énergie à l'enquête, le juge d'instruction dessaisit le SRPJ au profit de la gendarmerie du Cher. Alors qu'au niveau de la police, il n'y avait qu'un seul enquêteur qui avait travaillé pendant 2 ans, la gendarmerie instaure une cellule avec 7 enquêteurs qui font un travail, bien évidemment, avec beaucoup plus de moyens. Les gendarmes du Cher reprennent le dossier à zéro et font de nouvelles investigations, auditionnant d'autres témoins. En vain. Malgré leur travail acharné, l'enquête s'enlise, une fois encore. C'est un silence presque assourdissant qui tombe sur cette affaire. Il n'y a aucun témoin supplémentaire qui vient, comme ça peut arriver parfois lorsque l'affaire est médiatisée, mais là, absolument rien. Face à cette situation, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu le 8 avril 2005. Pour Viviane, la mère de la victime, le deuil semble désormais impossible. Quand la justice vous dit il n'y a plus rien à faire, on ne peut rien faire, ça vous fout un coup et puis vous essayez de survivre. Parce qu'on ne vit plus, on survit après en fait. Je dois dire que moi, en tant qu'avocat, je suis également à me dire on ne les retrouvera jamais. Ce sera une affaire qui ne sera jamais élucidée, on ne saura jamais pourquoi ce jeune homme de 20 ans a été massacré. Pourtant, début 2017, près de 18 ans après le meurtre de Mathieu, un témoignage inespéré va apporter un souffle nouveau au dossier. On a des informations comme quoi il y aurait un rebondissement dans l'affaire Mathieu de Vierzon à la suite d'un coup de téléphone anonyme qui a relancé les enquêteurs sur une piste. Un individu qui a refusé de dévoiler son identité aux policiers de Vierzon affirme avoir des informations sur la soirée du 12 juillet 1999. Cette personne savait des choses très précises sur la mort de Mathieu. Les policiers s'interrogent. Qui est ce mystérieux corbeau? Peut-être qu'il y en a un qui avait ça sur la conscience qui n'arrivait plus. Après, pourquoi 19 ans après? C'est ça le truc. C'est pourquoi il parle maintenant, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché là, quoi. Voilà. Alors, quelle révélation va faire le corbeau? L'enquête pourra-t-elle aboutir? La mère de Mathieu connaîtra-t-elle enfin la vérité? À Orléans, les hommes du SRPJ, de nouveau en charge des investigations, sont interloqués. Dans ses appels, le corbeau prétend savoir qui a tué le jeune Mathieu ce 12 juillet 1999.
Cette personne met en cause 3 autres personnes qui auraient participé de près ou de moins près à ce qui s'est passé ce soir-là. Des éléments quand même, à mon avis, assez probants pour y accorder du crédit. Grâce à ces révélations, le procureur de la République de Bourges décide de rouvrir ce dossier classé. L'affaire relancée, les enquêteurs s'intéressent de près aux identités des hommes dénoncés par le Corbeau. À commencer par un certain Marc, dont le nom figure déjà au dossier depuis 2002. Le nom de mon client, effectivement, est apparu, mais sans aucun élément à charge. À l'époque, son profil n'avait pas retenu l'attention des gendarmes. C'est quelqu'un qui est absolument pas violent et qui élève son fils avec beaucoup d'amour, qui s'accroche pour travailler et qui a eu des problèmes psychologiques, peut-être avec le stupéfiant, mais c'est tout. Donc absolument pas le profil du criminel. Le 17 avril 2018, plus d'1 an après l'appel du Corbeau, Marc est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Face aux policiers du SRPJ, l'homme livre sa version des faits. Une version qui n'a rien à voir avec son premier témoignage. Lui, spontanément, il a reconnu avoir été impliqué dans cette vieille affaire et il a indiqué qu'effectivement, il a fait le chauffeur. Marc explique aux policiers qu'il n'a fait que transporter Mathieu et surtout qu'il n'était pas présent au moment où ce dernier a été tué. Il a pris la voiture, il a été chercher Mathieu parce qu'on lui a demandé, et puis ensuite il est reparti, il ne sait pas ce qui s'est passé après. Voilà. Ça, c'est son explication. Et ça corrobore le témoignage du monsieur qui a vu le chien. Le suspect affirme également qu'il se trouvait ce soir-là avec 3 autres hommes, des individus qui lui auraient demandé de jouer les taxis et qui auraient planifié l'enlèvement de Mathieu. Mais pour quelle raison ? À un moment donné, il y a une piste qui semble aussi prendre racine, c'est celle où il aurait été enlevé pour lui extorquer la clé du coffre du commerce dans lequel il travaillait. À leur tour, les 3 individus sont arrêtés au début de l'année 2018. Le profil qui a pu être donné par le procureur en charge de l'enquête est qu'il s'agit d'individus âgés de 39 à 43 ans qui vivaient au moment des faits sur Vierzon et qui, au moment de l'interpellation, en tout cas, n'étaient plus résidents à Vierzon. Interrogés par les enquêteurs, les gardés à vue nient toute implication dans le meurtre de Mathieu. Et il y a eu des confrontations qui n'ont pas évolué. Et donc, les 3 réfutent totalement les faits. La position des 3, c'est de dire que ils n'ont absolument pas participé aux faits. Malgré leur dénégation, les 3 suspects, ainsi que Marc, sont incarcérés et mis en examen à l'été 2018 pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ayant entraîné la mort. Ils restent à ce jour présumés innocents. La mise en examen, c'est complètement nouveau, puisque dans toute la procédure antérieure, dans toutes les années de procédure, il n'y a jamais eu de mise en examen, il n'y a jamais eu de personnes qui étaient nommément désignées comme pouvant être susceptibles d'être présumées les auteurs des faits. Franchement, au bout de tant d'années, j'avais fait une croix dessus. Je me disais que jamais je saurais ce qui était arrivé à mon fils, pourquoi on l'avait massacré, pour quelle raison. Et puis là, tout d'un coup, je me dis que enfin, on va peut-être savoir la vérité. Si l'affaire connaît un souffle nouveau, la procédure, elle, pourrait encore s'avérer longue et complexe. L'enquête risque de durer assez longtemps, puisque dans ce cas de figure où les mises en examen contestent les faits, le juge qui a l'obligation de rechercher la réalité des faits, à charge ou à décharge, il doit mettre tout en œuvre pour tenter d'expliquer, de prouver ce qui s'est passé. Et notamment en ce qui concerne le mobile du crime. Pourquoi Mathieu a été tué et surtout
dans ces conditions. Voilà. Donc qui l'a fait? Qui des 4 l'a fait? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Voilà. Qu'ont fait les autres? Qu'est-ce qui s'est passé après? Surtout le motif, quoi. Est-ce que c'est vraiment parce que il voulait la clé pour aller faire le coffre? On ne sait pas. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Si les zones d'ombre sont encore nombreuses dans ce dossier, vieux maintenant de 20 ans, les proches de Mathieu refusent de baisser les bras. J'ai jamais eu autant effectivement, de rebondissements, d'éléments qui permettent d'espérer qu'il y aura un procès et que ces gens-là seront punis à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Moi, ce que j'espère et ce que ma cliente espère aussi, c'est que grâce à cette nouvelle procédure, on puisse enfin se dire que la justice sera rendue. C'est le but. Et que la vérité de la mort d'un enfant, qui est la chose la plus abominable qu'on puisse vivre, doit permettre à la maman enfin de terminer un deuil qui dure depuis des années et des années. Nous sommes dans le hameau des Bordes. Ce lieu-dit est installé aux abords de Vendôme, le chef-lieu du Loir-et-Cher, en plein milieu de vastes terres agricoles. C'est 6 maisons qui sont au bout d'un chemin, puisque la route y mène, et derrière, c'est que des champs avec des chemins qui les traversent, mais souvent caouteux et boueux. Donc c'est un petit peu un cul-de-sac, effectivement, c'est un petit peu lugubre. Le 5 décembre 2008, une agitation inhabituelle va s'emparer du hameau. Yvonne, l'une des habitantes des Bordes, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Une voisine se présente au domicile d'Yvonne parce qu'elle n'arrivait pas à la joindre, et en regardant par la fenêtre, elle se rend compte qu'elle se trouve sur sa chaise un petit peu affalée, qu'elle est inerte. Paniquée, la voisine alerte sans plus attendre le médecin d'Yvonne. Quelques minutes plus tard, l'homme arrive au domicile de la femme de 76 ans et constate immédiatement que cette dernière est en réalité décédée. Il se rend compte rapidement qu'autour du cou de la victime, il y a un sillon relativement régulier qui est marqué. Ça lui fait penser effectivement à un état de strangulation. Alors, qu'est-il arrivé à cette septuagénaire? Yvonne a-t-elle été étranglée? Et si tel est le cas, qui aurait bien pu lui en vouloir? Aux Bordes, dans la maison d'Yvonne, la brigade locale laisse place aux enquêteurs de la section de recherche d'Orléans. Les gendarmes examinent le corps de la septuagénaire. Son visage est bleu et du sang a coulé de son nez, formant une tache sur la chaise à côté d'elle. Cette image violente contraste avec le calme apparent des lieux. On n'a pas vraiment constaté de désordre dans la maison. Pas bien rangé, enfin, comme on laisse une maison habituellement quand on a besoin de se servir des affaires, tout reste en place parce qu'on sait qu'on va le reprendre. Pas de fouille vraiment apparente comme si on avait tout retourné. Tandis que les enquêteurs ne relèvent aucun signe d'effraction, ils inspectent les alentours du domicile. Tout de suite après avoir fait le tour de la maison pour prendre l'ambiance, comme on dit, on a demandé aux voisins et aux gens qui étaient là de nous accompagner, de nous guider un petit peu par rapport aux habitudes de Madame Yvonne. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la voiture qui théoriquement la nuit était dans le garage ou la journée devant chez elle avait disparu. Tout comme son sac à main et son téléphone portable.
Ces disparitions et le décès d'Yvonne sont-ils liés? Ces événements ont-ils eu lieu le même jour? Face à ces interrogations, les gendarmes se mettent à la recherche d'éléments qui leur permettraient de dater la mort de la septuagénaire. Elle est abonnée à la Nouvelle République. Il y a un exemplaire du journal daté du 2 décembre qui est déplié sur la table de la cuisine. On retrouve un éphéméride permanent à la date du 2 décembre. Le pilulier de la victime est à la date du jour correspondant au 2 décembre. Et les journaux en plus qui se trouvent dans la boîte aux lettres sont ceux du 3, 4, 5 décembre. Donc pour nous, il paraît évident que le décès est survenu le 2 décembre. Les enquêteurs apprennent également que le journal retrouvé dans la cuisine a été déposé chez la victime en fin de matinée. Elle était donc encore vivante à ce moment-là. Mais à partir du début d'après-midi, Yvonne ne répond plus. Le conseiller bancaire de madame avait rendez-vous avec elle à 14h le mardi 2 décembre. Il est venu en début d'après-midi, il a sonné. Ça ne répondait pas, donc avec son téléphone portable, je me souviens qu'il a essayé d'appeler madame. Il a entendu le téléphone sonner à l'intérieur du salon, mais bon, n'obtenant pas de réponse, il a fait demi-tour, il est reparti. Yvonne serait donc décédée entre 11h et 14h. Afin de confirmer cette hypothèse, une autopsie est demandée. Et en attendant les résultats, les gendarmes entament une enquête de personnalité sur cette femme de 76 ans. Elle était à la retraite, elle était veuve de son mari Rénal et elle avait assisté son mari toute sa vie dans le cadre de ses activités d'agriculteur céréalier. Veuve et sans enfant, la principale occupation d'Yvonne est la culture de son potager. Toujours prête à donner de son temps pour aider les plus démunis, la septuagénaire est connue de tous dans son village. Une dame participant beaucoup aux activités locales, faisant des voyages avec le club des anciens, qui utilisait sa voiture régulièrement malgré son âge pour aller faire ses courses à Vendôme. Également généreuse envers les autres, envers ses proches, envers les membres de sa famille. Alors, qui aurait bien pu en vouloir à cette femme sans histoire? Yvonne a-t-elle été victime d'un rôdeur? Ou connaissait-elle son meurtrier? Dans la soirée du 5 décembre, les gendarmes se rendent à Vendôme. C'est dans cette ville, à une dizaine de kilomètres des Bordes, que réside Jeanne, la famille la plus proche de la victime. Son mari et celui d'Yvonne étaient frères, et les deux femmes avaient tissé des liens forts depuis le décès de ces derniers. La belle-sœur de la victime se retrouve veuve depuis très peu, apprend le décès de sa belle-sœur brutalement. Elle est vraiment dans un état de choc et elle ne comprend pas ce qui a pu se passer et elle est très très perturbée et toute soucieuse de ce qui s'est passé. Jeanne a 2 filles et l'une d'elles, Monique, a des choses intrigantes à raconter aux enquêteurs. Monique indique dans sa déclaration aux gendarmes que depuis le décès de leur père en septembre 2008, sa sœur a un comportement assez étrange, qu'elle est perturbée psychologiquement. Elle indique aussi que le 1er décembre, sa sœur lui a dit avoir été voir Yvonne. Elle nous apprend également que cette sœur aurait bénéficié de chèques très conséquents. Afin de vérifier ces allégations, les gendarmes décident d'entendre cette sœur de 51 ans, que nous appellerons Evelyne. Dans un premier temps, le matin, elle est partie avec un ami. Ils sont allés chez Jeanne, sa mère, à Vendôme. Ensuite, Evelyne et son ami que nous appellerons Dylan se sont rendus aux Bordes, chez Yvonne.
Elle explique qu'elle arrive pour demander de l'aide à sa tante, qu'elle a effectivement des difficultés financières importantes, des dettes auprès de plusieurs organismes de crédit. Endettée à hauteur de 38 000 €, la quinquagénaire se tourne vers Yvonne et aurait reçu 4 chèques de la part de cette tante très généreuse. L'aide est assez conséquente puisqu'il s'agit d'une somme de 45 000 €. Donc c'est quand même des sommes assez conséquentes et c'est assez surprenant d'une personne qui est à la retraite, vivant chichement, comme l'était la victime. Tandis que ces explications laissent perplexes les gendarmes orléanais, ils décident de surveiller Evelyne et Dylan. Le 10 décembre, soit 5 jours après la découverte du corps d'Yvonne, un rebondissement amène les enquêteurs à quitter le Loir-et-Cher. Le véhicule de la victime a été retrouvé. Il se trouve sur un parking de cité, pas fermé à clé, pas de désordre apparent. On a essayé de le faire démarrer avec toutes les précautions qui s'imposent, la batterie était vide. Et la cité se trouve en face du cimetière de la Flèche. Alors, la Flèche est située dans le département voisin de la Sarthe. C'est à mi-chemin, je crois, entre Le Mans et Tours. C'est une petite ville tranquille qui, a priori, n'a aucun lien avec la victime. La victime, elle habite près de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Alors, que fait la voiture d'Yvonne dans cette ville de la Sarthe? Qui a bien pu la déplacer à plus de 100 km des bornes? S'agit-il du meurtrier d'Yvonne? Le 19 janvier 2008, un mois et demi après la découverte du corps, les résultats d'autopsie tombent enfin. Yvonne a bien été étranglée à l'aide d'un lien. La piste criminelle est donc confirmée et les enquêteurs se concentrent alors sur les profils des 2 dernières personnes à l'avoir vue vivante, Dylan et Evelyne. Elle naît à la fin des années 50 à Vendôme, donc en milieu rural, dans une famille dans laquelle les règles sont strictes, voire un peu austères. Et Evelyne, elle n'arrive pas à se fondre dans ce moule-là. C'est une jeune fille qui est fantasque, qui est curieuse, qui rêve d'autre chose. Tout juste adolescente, Evelyne fugue du domicile familial et rejoint la capitale. Elle va faire de mauvaises rencontres et quand elle va être retrouvée, elle est prostituée à Paris. Une activité qu'elle va pratiquer à différentes reprises au cours de sa vie. Elle a eu plusieurs compagnons, plusieurs maris, dont un, je m'en souviens, qui était un chauffeur routier, qui a été d'abord son client et avec qui elle a eu une relation durable. Ils se sont installés, ils ont vécu en couple et ça s'est mal terminé. Lorsqu'Evelyne découvre que son ex-conjoint s'est installé avec une femme avant même leur rupture, elle décide de se venger. s'est empressé de monter un commando pour non seulement lui porter préjudice, lui brûler la voiture et lui créer d'autres ennuis. Paradoxalement, si la vie sentimentale d'Evelyne est un échec, elle s'épanouit complètement dans son travail. D'un point de vue professionnel, elle a connu une certaine réussite parce qu'elle est devenue ambulancière et elle était très appréciée dans son entreprise, à tel point que son patron lui a confié des responsabilités. Elle était un petit peu la régulatrice des ambulanciers. C'est dans ce cadre qu'Evelyne rencontre Dylan, un jeune tourangeau de 30 ans, son cadet. C'est son ambulancière. Ils font de longs trajets répétés et ils discutent l'un et l'autre. Et je pense que tous les deux sont des personnes qui sont en difficulté affective, qui sont en manque affectif. Le jeune homme est atteint de la maladie de Crohn, une maladie mortelle et dégénérative qui provoque des inflammations de l'intestin. Depuis l'âge de 9 ans, Dylan suit des soins très lourds et doit régulièrement
se faire hospitaliser. C'est un jeune garçon qui la surprend, qui l'épate, parce qu'il a une force de vie incroyable, malgré sa maladie invalidante. C'est la fureur de vivre, hein, Dylan. Et il est en plus dans un milieu familial qui peut paraître carencé, et elle va combler, elle, ce qu'elle considère être les manquements de l'entourage de ce jeune garçon. Ce surprenant duo intrigue de plus en plus les enquêteurs. D'autant plus qu'Evelyn, criblée de dettes, a un mobile. Elle a pu penser que Yvonne lui prêterait de l'argent parce qu'elle était généreuse et donc comme elle avait des problèmes financiers, elle aurait pu le penser. Mais Monique, sa sœur, est certaine que Yvonne lui avait dit qu'elle ne lui prêterait plus d'argent depuis la condamnation pour des faits d'expédition punitive contre son ex-amant en 2006. Fait qui avait très surpris et très choqué Yvonne. D'ailleurs, les 4 chèques d'Yvonne ont été refusés. Les études graphologiques nous ont permis de déterminer que c'est Dylan qui avait écrit et signé les chèques. Alors, Evelyn et Dylan cachent-ils des choses aux enquêteurs? Ont-ils volé ces chèques à Yvonne? Et surtout, sont-ils responsables de sa mort? Afin de lever le voile sur ces 4 mystérieux chèques, écrits et signés par Dylan, les enquêteurs de la section de recherche d'Orléans auditionnent à nouveau les 2 suspects. Ça aurait été à la demande de Yvonne, la victime, sous prétexte qu'elle avait mal au bras et qu'en plus elle n'avait pas ses lunettes. Des explications peu convaincantes qui poussent les enquêteurs à les mettre sur écoute. Ils apprennent alors qu'Evelyn est en contact avec un notaire et qu'elle est sur le point d'acquérir un bien immobilier. Élément intriguant, cette maison d'une valeur de 56 000 € se trouve dans la Sarthe, à seulement quelques kilomètres du lieu où a été retrouvée la voiture d'Yvonne. L'agent immobilier nous apprend que le mode de financement ne devait pas se faire par l'objet d'un crédit. Et donc, sur notre interrogation, il nous amène la précision qu'elle lui aurait dit que d'une façon ou d'une autre, elle trouverait un moyen pour le financer. Cette découverte pourrait confirmer le mobile financier d'Evelyn. Afin de confondre les 2 suspects, qui assurent s'être rendus chez la victime uniquement le 1er décembre, la veille du meurtre, les gendarmes procèdent à l'examen de leur téléphone portable. La téléphonie de Dylan est incompatible avec les horaires et les itinéraires qu'il a fournis aux enquêteurs. La téléphonie milite plutôt sur le fait qu'il était présent au moment des faits sur les lieux du crime. La carte bleue de Dylan va elle aussi apporter de précieuses informations aux enquêteurs orléanais. On se rend compte que dans la nuit du 2 décembre, un semblant de plein de carburant de 25 € est fait à Château-la-Vallière. Or, Château-la-Vallière se trouve sur le chemin entre Crucheret, lieu de domicile de la victime, et La Flèche, le lieu de découverte du véhicule. Donc là, on a un flash, on se dit c'est pas possible, et pourtant si. Mais du côté d'Evelyn, aucun indice matériel ne permet de la confondre. Alors qu'elle maintient être restée chez elle, à jouer les tours le 2 décembre, c'est finalement le témoignage d'une coiffeuse à domicile de Vendôme qui va relancer l'affaire. Cette coiffeuse, elle va expliquer aux enquêteurs que dans la matinée, s'est présentée la fille de la voisine, Evelyne, qui vient lui demander si elle peut lui faire une coupe de cheveux.
Elle va lui faire cette coupe de cheveux et Evelyne va repartir chez sa mère, ce qui oriente les enquêteurs sur le fait qu'en réalité, Evelyne est bien revenue dans la région vendômoise le 2 décembre, contrairement à ce qu'elle avait pu indiquer au début de la procédure. Le duo aurait donc bien déjeuné chez la mère d'Evelyne le 2 décembre, et pas seulement le 1er, comme il l'avait indiqué jusque-là. L'étau se resserre encore plus sur les suspects, lorsqu'au mois de mars 2009, les gendarmes reçoivent les résultats des analyses ADN. Lorsqu'on reçoit les résultats d'ADN des prélèvements qui ont été faits dans le véhicule de la victime découvert à la flèche, mélangé parmi l'ADN de la victime, se trouve l'ADN de Dylan. L'ADN d'Evelyne est quant à lui retrouvé sur la montre de la victime. Fort de ces éléments, les gendarmes placent les 2 suspects en garde à vue le 25 mars 2009. Et afin de mettre la pression au maximum sur Evelyne, les enquêteurs interpellent également ses 2 fils. Dylan, lui, nie tout en bloc. Sa carte bancaire, il ne comprend pas pourquoi elle se trouvait à Château-Lavalière. Il ne comprend pas pourquoi il a 25 € d'essence, toujours avec cette carte bancaire, alors qu'il en avait mis dans son véhicule le matin même. Il ne comprend pas grand-chose. Evelyne, quant à elle, a une réaction bien différente. Elle aperçoit devant les portes des gardés à vue les chaussures de ses 2 fils et de Dylan. Et donc elle comprend que tout le monde a été interpellé. Ah là, elle ne supporte pas apparemment. Elle dit d'emblée, dites que c'est moi qui l'ai tué. Mais je pense que c'est plus pour qu'on fasse libérer ses enfants que par aveu spontané, d'autant qu'elle revient sur sa déclaration très peu de temps après. Si ses 2 fils sont relâchés, Evelyne et Dylan sont eux mis en examen pour homicide volontaire. Car si la femme de 51 ans est rapidement revenue sur ses aveux, elle a tout de même parlé de strangulation, un élément qui n'était jamais sorti dans la presse. Le juge d'instruction demande l'incarcération des 2. Je me souviens que c'était une très belle journée, il faisait très beau et je l'entends dire je mangerais bien une glace au chocolat. Et intérieurement, je me disais, pauvre, là où tu vas partir, tu n'en mangeras pas avant un certain temps parce qu'effectivement, ça s'annonçait une enquête au long cours et peut-être avec de longues années de prison si jamais sa culpabilité était avérée. Le 20 octobre 2009, tandis que Dylan a été libéré pour des raisons de santé, le juge d'instruction demande un transport sur les lieux du crime. Le magistrat espère que la police scientifique retrouvera des cheveux coupés d'Evelyne. Cela prouverait alors que la suspecte était bien présente chez sa tante le jour du meurtre. Le résultat des analyses nous amène à la découverte de quelques cheveux fraîchement coupés et dont la nature et la couleur correspondaient à la nature et à la couleur des cheveux d'Evelyne. Une découverte capitale qui met définitivement à mal la version des 2 accusés. Et 1 an et demi plus tard, au mois de mars 2011, le juge clôt l'instruction. Evelyne et Dylan seront jugés devant une cour d'assises. Alors, vont-ils reconnaître les faits? Quelle attitude adopteront-ils au procès? Et surtout, quel sera le verdict? Le 12 octobre 2011, le procès d'Evelyne et de Dylan, qui comparaît libre, s'ouvre devant la cour d'assises de Blois. Monique, la sœur de l'accusé, ainsi que Jeanne, leur mère, se sont portées partie civile. C'est une confrontation entre les membres d'une famille qui est brisée. C'est cette famille où, d'une part, une tante meurt étranglée et de l'autre, une nièce qui est accusée du meurtre. Vraiment la pire des accusations pour un membre de la famille qui se retrouve emprisonné. Alors que les proches de la victime espèrent obtenir des réponses, Evelyne donne une nouvelle version des faits. Ce ne serait finalement ni elle,
ni Dylan, qui aurait tué Yvonne, mais son ex-conjoint. Je revois la mère de la mise en cause qui va lui dire s'il te plaît, dis la vérité, parce que on sent que la mère ne croit pas aux explications de sa fille. Pour elle, ça tient pas la route. Elle veut savoir comment sa belle-sœur est décédée. Malgré les tentatives de sa mère, Evelyne maintient sa version. Dylan, de son côté, reste imperturbable. Il n'en démord pas, il dit qu'il n'est pas revenu chez la tante le lendemain. Il est venu la veille, c'est certain, mais il n'est pas revenu le lendemain et il explique qu'il ne se trouvait pas au bord le jour supposé du crime. Le 21 octobre 2011, après 8 jours de procès, la cour d'assises de Blois rend son verdict. Considérée comme l'instigatrice du meurtre de sa tante, Evelyne est condamnée à 25 ans de prison. Dylan, lui, en tant que complice, écope de 15 ans de réclusion criminelle. Jeanne et Monique ressortent de ce procès complètement abattus. C'est pas la peine qui les intéressait, encore une fois, c'était de connaître la vérité. Donc ce premier procès était un procès pour rien. Et quand elles ont appris qu'il y aurait un deuxième procès suite à l'appel des condamnés, elles se sont dit que c'était une épreuve, mais elles se sont dit qu'il reste une chance pour connaître la vérité. Le 17 septembre 2012, les mêmes protagonistes se retrouvent à Orléans pour l'ouverture du procès en appel. On est un petit peu circonspect, on se dit ils vont peut-être nous faire le même numéro qu'à Blois et chacun va rester sur ses positions. Mais là, on a un président qui va se comporter un petit peu différemment de son prédécesseur de Blois, qui va être très insistant, sans être agressif, mais il va faire comprendre, surtout à madame, que c'est sa dernière chance de dire la vérité, que vraiment, là, c'est le moment. La requête du président va être entendue. Après plusieurs jours d'audience, alors que Dylan témoigne à la barre, Evelyne demande pour la première fois la parole. Elle se lève assez théâtrale et elle explique calmement, avec des trémolos dans la voix, avec une petite larme au niveau de l'œil, qu'elle doit dire la vérité et que la vérité est la suivante. Sa tante, qu'elle aimait beaucoup, a été étranglée par Dylan. Ah ben on est tous stupéfaits, hein, là, on entend une mouche voler, hein, effectivement, on s'y attendait pas. Hein. Moi je pensais que jusqu'au bout de ce deuxième procès, chacun, lui comme elle, resterait sur sa position. Donc là, effectivement, c'est grâce au président, hein, il a vraiment travaillé, insisté, et il a trouvé le moyen de la persuader, une sorte de faille. Le 26 septembre 2012, suite aux déclarations d'Evelyne, les deux accusés sont finalement condamnés à la même peine, de 20 ans de prison. Cette femme qui, pendant les années d'instruction, est toujours restée très protectrice de Dylan, tout d'un coup, sans état d'âme, elle est devenue son bourreau. Elle a achevé sa condamnation, c'est Evelyne qui la prononce. En 2013, après plusieurs mois de détention, Dylan alerte la presse et l'administration carcérale. Ces conditions de détention aggraveraient son état de santé. Par l'intermédiaire de son avocat, il va solliciter une grâce médicale qu'il va obtenir peut-être un an et demi après le deuxième verdict. Donc condamné à 20 ans, en tout et pour tout, il aura passé à peine 2 ans, je pense, en détention. Depuis le procès en appel, le jeune homme vit sous contrôle judiciaire en région parisienne. Sa maladie étant incurable, malgré les traitements, il ne retournera jamais en prison. Aujourd'hui, plus de 10 ans après le meurtre, la famille d'Yvonne reste ébranlée par cette terrible disparition. Alors que Dylan n'a jamais reconnu les faits,
Cette affaire laisse un goût amer à l'adjudant-chef Michel Nemoz. 10 ans après cette enquête, qui a été la dernière grosse enquête de ma carrière, ce que j'en retiens, c'est que on a effectivement fait du bon boulot, mais qu'à la finale, on ne sait pas qui a commis l'homicide. Et ça, c'est un petit regret quand même. J'aimerais bien le savoir.